Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui nous allons parler de la Xbox Series X. Encore une nouvelle vidéo. Il y en a eu plein sur notre chaîne. Nous avons eu l'unboxing, nous avons eu un débat avec la PS5, nous avons eu même également un test complet sur le portail de Phone Android pour la comparer avec sa super concurrente, la PS5. Mais nous n'avons toujours pas vu les entrailles de la bête. C'est une belle boîte, c'est vrai, mais elle a beaucoup de secrets et on aimerait bien savoir ce qu'il y a justement dedans. Nos confrères de Tom's Guide ont eu l'occasion de démonter la console, vous l'avez peut-être vu sur leur chaîne. Nous avons confié la nôtre à un spécialiste du démontage. Ce spécialiste, c'est Stéphane. Merci Stéphane d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous, bienvenue dans notre super décor. Stéphane, que j'ai le grand plaisir d'accueillir ici, qui anime brillamment la chaîne DXS Silicium, dont vous pourrez retrouver en description l'adresse pour y accéder directement. Donc merci encore beaucoup Stéphane, on t'a proposé de démonter pour nous la Xbox Series X. On se demandait un petit peu ce qu'il y avait dedans, ce qu'elle cachait. Et toi justement, c'est ta spécialité d'aller farfouiller un petit peu dans les entrailles de la bête. Raconte-nous un petit peu l'expérience que tu as eue avec cette console. J'avais fait moi déjà une première vidéo, il y a 3 semaines, quelque chose comme ça, enfin juste avant qu'elle sorte. Le problème c'est que comme je l'avais jamais eu entre les mains, je me suis basé sur des images qui étaient fournies par une chaîne YouTube qui s'appelle Digital Foundry. Et eux, ils avaient eu l'occasion de la démonter entièrement, c'était au mois de mars dernier, donc basé sur un proto. Donc les images que j'avais faites m'ont déjà donné une idée de ce qu'on pourrait trouver dedans. En fait, j'ai été très intéressé pour vérifier si effectivement c'était les mêmes pièces, les mêmes systèmes. Donc savoir si le modèle prototype et le modèle retail, parce que là c'est vraiment un modèle retail, étaient identiques. À quelque chose près, c'était le cas. Tu as eu l'occasion de la démonter et remonter, puisqu'elle est là entière et elle fonctionne encore, bien sûr. Est-ce que c'est rapide de démonter cette console? Alors, c'est rapide jusqu'à un certain point. Les premières pièces sont assez faciles à retirer, mais après, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de démonter des machines et des systèmes électroniques peut être un petit peu inquiété par la suite, parce que, déjà, il y a quand même, en tout, j'ai dû démonter une 30aine de vis. Il y a un premier gap qui est celui de la simplicité, on arrive avec que des vis, etc. pour accéder au gros des composants. Et ensuite, pour aller un petit peu plus loin, là, ça devient compliqué. Ouais, et surtout qu'il n'y a pas que des vis à démonter, il y a aussi pas mal d'autres petits éléments. Et il faut surtout remonter tout ça dans l'ordre, parce que sinon, on se retrouve avec des surprises à la fin. Est-ce que c'est plus ou moins rapide de démonter cette console-là que par exemple une autre console ou un PC portable? Par rapport à une autre console, c'est sensiblement la même chose parce qu'on retrouve à peu près les mêmes éléments. Par rapport à un PC portable, c'est peut-être plus simple. C'est quand même encore un peu plus particulier. Je pense que c'est une console qui, à un certain niveau, peut être assez facile à réparer. Encore une fois, c'est en 2 étapes. Il y a vraiment une première partie qui est accessible et une deuxième partie qui l'est quand même beaucoup moins et il ne faut pas trop s'aventurer. Est-ce qu'il faut un matériel particulier pour démonter la console? Le gros avantage de cette console, c'est qu'elle se démonte entièrement avec un seul tournevis, qui est un Torx T8. Et avec ça, en fait, on démonte entièrement tous les vis de la console. Et il faut quand même un petit tournevis supplémentaire juste pour déclipser certaines parties. C'est avec ça qu'on fait tout. C'est la petite partie qui est ici, là, qui se déclipse en fait avec le tournevis plat. Il y a une deuxième petit élément à l'intérieur aussi, c'est ce socle-là, parce qu'il est clipsé, mais avec le tournevis plat, il faut pouvoir le déclipser totalement. Si on l'a pas, en fait, on ne peut pas du tout démonter la console, parce que c'est ce socle qui retient le boîtier à l'intérieur. Je ne suis pas un bricoleur, un gros bricoleur en tout cas. Chez moi, j'ai bien sûr des tournevis plats, des tournevis cruciformes. Est-ce que le Torx est un tournevis que l'on trouve facilement? Aujourd'hui, ça va, on le trouve facilement. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Mais aujourd'hui, on trouve la gamme de Torx de T1 à T8 pour, je sais pas, une quinzaine d'euros. Voilà. Est-ce que tout le monde peut le faire vraiment? Non. Non, tout le monde non. Toujours pareil, hein, ça dépend. J'ai un problème avec ton lecteur Blu-ray et qu'il faut le remplacer, ça c'est facile. On peut même aller jusqu'à remplacer la lime aussi, je vais vous montrer. D'accord. Mais au-delà du remplacement de la lime, après quand il faut vraiment ouvrir le bloc d'alu pour aller par exemple accéder au SSD, là il faut vraiment démonter la console telle que je l'ai fait. Hein. Est-ce que tu trouves que la console est facilement réparable? Est-ce que c'est telle qu'elle a été imaginée ou telle qu'elle a été conçue? La console est très compacte. Ça veut dire que Microsoft a fait en sorte que l'essentiel soit dans un bloc et qu'il n'y ait pas des fils qui se baladent dans tous les sens. Et ça, c'est très bien fait parce que justement, des fils, il n'y en a que 2. Les fils qui sortent de la lime pour rentrer sur la carte mère.
C'est tout, il n'y en a pas D'accord. d'autre. Encore une fois, si c'est un problème de lecteur Blu-ray, bon voilà, ou d'alim à changer, ou de ventilateur à remplacer aussi, très facile, ventilateur à remplacer, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait réparable. On peut aller jusqu'à remplacer le SSD aussi, il faut juste pas avoir peur de démonter entièrement la console. Elle se remonte relativement facilement après si on a bien pris des notes. Se filmer aussi, c'est encore mieux, parce que là, on a tout le timing et l'ordre dans lequel on l'a fait, et donc en reverse, on peut se retrouver l'ordre. Ces 3 éléments-là sont faciles à remplacer. Après, le reste, s'il y a vraiment une panne purement électronique, la réparabilité, elle est beaucoup plus discutable. Hein. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné quand tu as ouvert la console? J'avais peut-être quelques petits préjugés au démarrage, avant de l'avoir en main, sur son efficacité à refroidir tout son système. Et en fait, j'ai été très surpris. Les mesures que j'ai faites avec une caméra thermique montrent que non, elle fait bien son boulot et qu'elle arrive à garder tout ça en dessous de 60 degrés. Moi, c'est vrai que quand j'ai eu la console la première fois, je l'ai vue et j'ai vu que la prise d'air, elle est en dessous, qu'il y a un gros ventilo au-dessus pour dégager l'air. Et je me suis dit, bon, c'est un vrai tube en fait, finalement, qui permet vraiment d'utiliser les principes de l'aérodynamique. L'air chaud monte, l'air froid reste en bas. Conclusion, on a quelque chose de logique. Est-ce que c'est vrai en réalité? Donc tu nous dis que oui. Comment, à l'intérieur, ça se passe au niveau de la chaleur? Est-ce qu'il y a des dissipateurs? Est-ce qu'il n'y a que ce grand ventilo qui fait bouger l'air? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Peut-être que ça serait le moment de l'ouvrir et de voir. Yes, on va l'ouvrir, on va l'ouvrir. Et toc, voilà, ouais, c'est vrai que c'est facile. Hein. Il y a 2 vis, le cache, et voilà. Ici, c'est le gros ventilateur, très silencieux, mais vraiment très silencieux. Ça, c'est le fameux bloc d'alim, c'est le châssis, sur lequel viennent se poser, c'est une seule carte mère qui a été coupée en 2 et repliée sur elle-même. Et ça, c'est un bloc d'aluminium qui fait office de dissipateur. Ça veut dire que les 2 parties, elles sont séparées ou Ouais. vraiment elles sont pliées derrière? Elles sont séparées et elles sont reliées par une nappe flexible l'une à l'autre. Ça, c'est la chambre à vapeur, c'est ce qui surplombe le processeur avec ses mémoires, qui fait office de récupérateur de chaleur du processeur. La chaleur se dissipe grâce au processeur. Le processeur envoie sa chaleur sur la chambre ici. Le bloc d'aluminium fait office de dissipateur pour tous les autres composants, y compris le SSD. La chaleur se répartit en fait grâce au dissipateur. Voilà, jusqu'à ce qu'elle soit extraite du boîtier par le ventilateur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce bloc d'aluminium fait office de dissipateur pour tous les composants, tous les circuits intégrés, y compris le SSD. C'est très important parce que le SSD, je me suis rendu compte qu'il chauffait, il était à 70-75 degrés quand il n'a pas son dissipateur. C'est donc important qu'il soit bien plaqué contre. Non, mais moi, c'est vrai que quand on parle d'émission de chaleur, quand on parle vraiment de gestion de la chaleur, je pense bien sûr au processeur, je pense aussi au bloc d'alimentation. Je ne pense pas beaucoup au SSD. Je ne savais pas que le SSD était une vraie source de chaleur. Si, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'informations et de signaux numériques qui transitent entre le processeur, son contrôleur et la mémoire. Donc c'est normal, c'est des fréquences très élevées en plus. Donc ça chauffe. Ensuite ici on a le bloc d'alimentation. Alors étonnamment il ne chauffe pas beaucoup. C'est-à-dire que là aussi ils sont arrivés à mettre 300 watts dans une petite boîte sans que ça chauffe énormément. Ça c'est une partie qui se retire pour avoir accès au lecteur Blu-ray. Et donc la prise d'air en dessous, enfin se fait par en dessous ici. Il y a aussi une partie ici par laquelle l'air peut rentrer. Et tout ça est aspiré systématiquement vers le haut et expulsé par le ventilateur. D'accord. Donc il n'y a qu'un seul ventilateur finalement, c'est le haut. Ouais. Il n'y en a même pas dans la lime. Hein. Et ça, c'est une chambre à vapeur, donc il n'y a pas non plus de. C'est pas un ventirad. Et tout est vraiment designé pour tenir sur cette carte mère qui est repliée en 2. Ce que tu as pu mesurer en termes de chaleur, tu nous as dit avec la caméra thermique, on arrive à quel degré à peu près? On a joué pendant 2 heures à Gear 5, qui est quand même un jeu qui est assez poussif en termes de… Voilà. On est rarement monté au-dessus de 60 degrés. Donc nous avons une chaleur qui est plutôt bien maîtrisée, une soixantaine de degrés, tu dis quelque chose qui est de bien maîtrisé, voilà, oui. Exactement. Tout en restant assez silencieux, la console est très silencieuse, tu disais aussi. Avec un sonomètre, donc pour mesurer les décibels, à 20 cm de la console, on était à peine à 40 décibels. Quoi. Pourtant, on voyait bien que le ventilateur tournait assez vite. Très important, s'il tombe en panne, la console se mettra en sécurité au bout de quelques minutes. J'ai fait aussi un test un peu extrême où bon, moi j'avais tout sorti, j'avais uniquement les 2 cartes mères qui étaient reliées. Tout était à l'air libre. Tout était à l'air libre et je jouais à Gear 5 et au bout de 5 minutes, rideau.
Parlons un petit peu du prix de la console. On sait que la console elle vaut 499 €. J'ai envie de dire, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que Microsoft se moque de nous? Ou au contraire, est-ce qu'ils en ont mis beaucoup pour l'argent qu'ils nous demandent? Moi, je pense qu'ils font pas une marge très élevée en tout cas, parce que effectivement, la qualité de fabrication de l'ensemble du système, je pense que la console doit leur coûter quand même assez cher. On en a pour notre argent, je dirais. Est-ce que on pourrait faire à peu près la même chose? Combien ça nous coûterait d'avoir un PC avec une puissance relativement égale? Alors, je pense que ça coûterait un petit peu plus cher. Parce que là, on est sur un système qui est très spécifique, qui a été étudié pour justement avoir toutes les contraintes techniques, thermodynamiques, électriques, électromagnétiques, parce qu'elle n'émet pas grand-chose aussi en termes d'émissions électromagnétiques, j'ai aussi mesuré ça. Ramener à un PC, à mon avis, ouais, ça coûterait peut-être 20 ou 30% de plus pour avoir la même perf. D'accord. Et les mêmes restrictions. C'est une bonne affaire, donc ça veut dire. Je sais que tu n'as pas eu l'occasion de démonter la PS5. Quelle est vraiment la différence que l'on peut noter entre les deux consoles au niveau composants, au niveau architecture ou en tout cas au niveau agencement de l'intérieur? Déjà, je pense que Sony n'a pas cherché à faire quelque chose de compact parce que c'est peut-être pas dans leur culture de console. C'est vrai qu'on a vu les deux consoles ensemble. Il y en a une qui est haute comme ça et l'autre qui est un peu plus petite. Elle est vraiment plus étroite, mais elle est plus grande et plus large. Ils ont peut-être essayé d'améliorer un petit peu leur système de refroidissement parce qu'ils utilisent du métal liquide entre le processeur et le dissipateur. Mais finalement, le reste, c'est relativement traditionnel pour eux. C'est une carte mère pleine avec des composants qu'on retrouve dans celle-là, mais qui ne sont pas agencés de la même façon et qui visiblement n'ont pas les mêmes fréquences non plus, puisque celle-là est quand même un petit peu plus puissante. Oui, on a vu les benches purs et durs. On a légèrement plus de teraflops sur celle-là que sur la PS5. À ce niveau-là, il y a 12 teraflops dans la Xbox. C'est balèze, oui, c'est vrai. Donc comparativement à la PS5, peut-être paradoxalement, ce design-là est plus intéressant que celui de la PS5. Là, ils ont quand même cherché à mettre deux circuits imprimés l'un sur l'autre pour réduire la place à occuper et surtout faire en sorte que tout soit sur une structure verticale. Paradoxalement, on a pu dire quelle était la plus grosse console jamais réalisée par Microsoft. Mais finalement, ce que tu nous racontes, c'est qu'ils ont joué sur la compacité. Moi, ça m'étonne finalement quand tu me dis ça. Les autres consoles étaient plus petites, on a moins cette impression de compacité. Oui, je ne sais pas s'ils ont changé leur équipe de design de console, mais en tout cas, je trouve qu'il y a certains choix qui sont un peu novateurs. Est-ce qu'il y a des conseils à donner aux utilisateurs de la console, alors donc des gens comme moi, pour la placer d'une certaine manière? Moi je le sais, mais pas tout le monde ne le sait, c'est ne pas poser de trucs sur la console, c'est ballot. Mais par exemple, est-ce qu'elle chauffe plus ou elle chauffe moins, par exemple, quand elle est sur le côté? Non, pas nécessairement. Par contre, elle chauffera plus si elle est enfermée dans un meuble. C'est une console qui se pose plutôt sur un meuble où elle est suffisamment aérée. Ouais, à l'air libre. À l'air libre, voilà, parce qu'elle en a besoin et comme elle n'a qu'un seul gros ventilateur, il faut faire en sorte qu'il puisse faire son travail et ne pas faire stagner de l'air chaud au-dessus de lui. On a de la puissance, on a de la chaleur qui est bien répartie, on a une belle architecture, etc. Tout ça. Une console, ça coûte de l'argent à l'usage parce qu'on la branche sur une prise électrique. L'alimentation, tu nous disais, c'était une 300 watts. 300 watts. Donc vas-y, qu'est-ce qu'il y a en termes de consommation à savoir sur cette console? Alors, j'ai fait des mesures sur 3 jeux un peu différents. Donc encore une fois le Gear 5 parce que je sais que lui c'est celui qui prend le plus de ressources processeur et j'ai eu des pointes à 220 watts. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils ont quand même suffisamment de marge. Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de jeux qui pointent aussi haut que celui-là. Ils ont quand même laissé un peu de marge et c'est très bien parce que c'est quand même comme ça qu'il faut faire une alimentation. Et après dans les deux autres jeux, donc il y avait Forza Horizon. Où là j'étais sur 170, 180 watts et Assassin's Creed, voilà, et celui-là on était à peu près à 190 watts. C'est une console donc qui est bien faite, qui est silencieuse, qui est compacte, une console qui finalement a la tête bien faite. Parce que c'est une console qui semble avoir peut-être moins d'engouement qu'une PS5 au niveau des ventes. Les joueurs, ils s'accrochent plus à vouloir savoir s'il y a des stocks sur la PS5 que sur Xbox, alors que finalement, cette Xbox, elle n'a rien à envier. Donc je pense que Microsoft a fait en sorte que c'est une console qui dure le plus longtemps possible. Je ne vois pas dans l'avenir des problèmes de surchauffe apparaître comme ça. Elle est suffisamment simple en termes de concept thermodynamique. Merci beaucoup Stéphane d'être venu pour nous présenter les entrailles de la Xbox Series X. Moi j'ai une chaîne qui s'appelle Deus Ex Silicium.
C'est une chaîne essentiellement de microélectronique où justement j'analyse des objets, des appareils et des concepts et beaucoup de semi-conducteurs. Pas que de l'électronique parce qu'il y a parfois des objets un peu bizarres que je suis amené à étudier. Comme quoi par exemple? Comme par exemple les patchs pour les téléphones, des appareils qui sont censés nous protéger des ondes électromagnétiques. Ça va être un sujet super intéressant, ça, les patchs pour les téléphones. Et franchement, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Stéphane qui est super intéressante. J'ai vu moi plusieurs vidéos en préparant cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, bien entendu, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé notre vidéo, à cliquer sur les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que nous allons mettre sur notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao! Au revoir.